Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Dans cette vidéo, je ne vais pas résoudre de grille. Je vais vous présenter simplement une compétition en ligne qui va avoir lieu le week-end prochain. Alors, je précise que cette vidéo est enregistrée le mardi 24 mars 2020. Donc, c'est le quatrième round du Sudoku Grand Prix 2020. Alors, je vais expliquer en quoi ça consiste pour les gens qui ne connaissent pas. Il s'agit d'une épreuve en ligne que l'on fait chez soi, où on dispose d'une heure et demie pour résoudre en général 14 grilles. On va vérifier ici. Ah, ici, il y en a 16. Bon. Donc, il y a un certain nombre de grilles qui vous sont données. Ici, il y a le détail du type d'épreuve en quoi ça va consister avec le barème, le nombre de points que rapporte chaque grille. Et donc, le principe, c'est que vous téléchargez pendant les jours où l'épreuve a lieu, vous téléchargez le fichier PDF qui contient les problèmes à résoudre, qui contient les 16 grilles, et puis ce fichier PDF est protégé en quelque sorte par un mot de passe. Et ce que vous devez faire, c'est d'une part être inscrit sur le site, et au moment où vous envisagez de passer vraiment une heure et demie à résoudre le problème, à résoudre ces grilles, vous cliquez sur le bouton qui vous donne le mot de passe. À ce moment-là, le chrono d'une heure et demie démarre, vous récupérez le mot de passe, vous le tapez dans l'endroit où il faut mettre le mot de passe pour ouvrir véritablement votre fichier, et puis après, soit vous l'imprimez, soit vous résolvez sur une tablette à la manière dont je fais dans ces vidéos. Et puis, une fois que vous avez résolu la grille, ou vous avez résolu une partie raisonnablement importante de la grille, ce que vous devez faire, c'est rentrer le résultat, et vous n'allez pas rentrer les 81 chiffres, vous allez rentrer 18 chiffres, qui sont en fait les chiffres des lignes ou des colonnes indiquées par les flèches. Donc sur le site de cet événement, je mettrai le lien dans la description, vous avez, quand vous êtes inscrit et quand vous êtes connecté à votre compte sur le site, vous avez une page sur laquelle vous pouvez saisir les 18 chiffres qui sont demandés pour tel ou tel problème. Et une fois que l'heure et demie est terminée, vos résultats, et vous pouvez valider au fur et à mesure les résultats que vous avez saisis. Et une fois que l'événement est terminé, vous avez un classement qui est fait sur le monde entier. Vous avez en général une quinzaine ou une vingtaine de personnes dans le monde qui sont capables de résoudre toutes les grilles dans le temps imparti, voire largement dans le temps imparti. L'épreuve dure une heure et demie, vous avez des gens qui résolvent ça en une heure. C'est phénoménal. Et puis, donc, vous avez un total qui est fait en fonction de ce que vous avez saisi de correct. Alors, notez que quand les grilles ne valent pas très cher, il est fréquent qu'on réussisse à remplir les deux lignes ou colonnes qui servent à la réponse sans avoir terminé de résoudre la grille, auquel cas, si on tient vraiment à être efficace, on a intérêt à saisir le résultat directement, quitte à ne pas remplir la grille totalement, même si ça veut dire ne pas vérifier que tout est cohérent. De toute façon, si on vérifie et que tout n'est pas cohérent, de toute façon, on n'aura pas les points non plus. Alors, on va regarder un petit peu. Donc, ce round 4 est organisé par la République tchèque. On a là les noms des auteurs. Alors, j'ai souvenir d'avoir déjà résolu des grilles de Jan Novotny. Elles étaient très très bien faites. Les autres auteurs ont des noms qui ne me rappellent pas grand-chose, mais j'imagine que lorsqu'il y a eu des rounds les années précédentes organisés par la République tchèque, ça devait être à peu près les mêmes auteurs. Regardons un petit peu les types de grilles qui sont proposés. Donc il y a 16 grilles. C'est certainement que par rapport à d'habitude, ou d'habitude c'est plutôt 14 grilles, il y a beaucoup de grilles qui ont dû être jugées plutôt faciles. Et j'en juge par le barème. Parce que si on regarde le barème, on voit que déjà que les grilles ont été mises par ordre croissant de difficulté présumée, et les grilles classiques ont un barème extrêmement petit. D'habitude,
On a toujours 6 grilles classiques qui sont proposées dans ce genre d'épreuve, mais il y en a souvent qui sont à 30, 40, voire 60 points, et qui sont a priori un peu plus difficiles que les premières. Donc là, il est prévu que ces grilles classiques puissent être largement expédiées. Je crois qu'il y a à peu près 130 points au total sur 600. Et puis, donc, il y a tout un tas de grilles. Il y a 10 grilles correspondant à des variantes. Et je dois dire que pour la plupart des variantes, ce sont des variantes sur lesquelles je n'ai jamais travaillé. Il y a des variantes que je n'ai jamais vues, comme le Makodoku, le Box Sequences. Et bien, on va y jeter un petit coup d'œil. On va regarder. Je mettrai le lien vers ce livret d'instructions qui est publié donc, quelques jours à l'avance. C'est le livret d'instructions, Instruction Booklet, et qui est là pour qu'on ne soit pas totalement démuni au moment où on démarre l'épreuve. Donc ça explique en quoi ça consiste. On a des grilles d'exemples et on a aussi la solution pour tester qu'on a bien résolu. Donc d'abord, les 6 premières grilles sont des grilles classiques, je pense que je n'ai pas besoin vraiment de détailler. On a une grille de parité, donc je vais agrandir. Une grille de parité, ça signifie, on nous dit que donc le long... faudrait que, oui. Non, je vais quand même agrandir. Donc le long de ces lignes qui sont mises en gris, eh bien, le long de ces lignes, on nous dit que tous les chiffres placés ont la même parité. Par exemple, on pourrait envisager, bon là je remplis un peu au hasard, 2, 8, 2, 6, 4. Ça serait une possibilité. Je les ai mis au hasard, il n'y a aucune raison que ce soit la bonne réponse. Mais en tout cas, ce que je viens de placer est cohérent avec le reste de la grille pour le moment. Mais ce qui est important, c'est que donc le long de cette ligne, tous les chiffres soient pairs ou bien tous les chiffres soient impairs. Donc ici, je pense que la contrainte est assez simple à comprendre. Alors bien sûr, dans le problème qui sera posé lors de l'épreuve, il n'y a aucune raison que le dessin des lignes grises soit exactement celui-là. Ça, c'est juste une grille d'exemple. On va regarder la variante suivante, Tic-Tac-Toe Winner. Donc ça, j'ai absolument jamais vu. Donc, je découvre les règles en même temps que vous. Donc, on nous dit... C'est encore une histoire de chiffres pairs et impairs. Donc, pour les gens qui voudraient lire les règles par eux-mêmes, si vous avez un petit peu de mal avec l'anglais, odd, ça veut dire impair, even, ça veut dire pair. Donc, chaque groupe de 3 sur 3, chaque cage de 3 sur 3 peut être interprété comme un jeu de tic-tac-toe. Le jeu de tic-tac-toe, je rappelle, c'est un jeu dans lequel on met des ronds et des croix, et le but c'est d'aligner 3 symboles identiques. Et c'est un jeu qui, en temps normal, si on joue bien, doit déboucher sur un match nul. Et ici, on va interpréter les ronds et les croix en fonction de la parité. Donc on va dire qu'une partie de tic-tac-toe est gagnée lorsque on a aligné 3 chiffres de même parité. Et ça, c'est figuré par les traits qu'on voit ici. Donc par exemple, ces 3 chiffres ont la même parité. Et ce qu'on nous dit, c'est donc à chaque fois qu'il y a un trait, ici il est diagonal, ici il est vertical, à chaque fois qu'il y a un trait, c'est que les 3 chiffres ont la même parité. Donc par exemple, dans cette grille, on peut commencer par là, ça ce sont 3 chiffres impairs. Et on nous précise, c'est écrit ici en caractère gras, exactly one, c'est-à-dire que chacune des cages contient exactement une ligne de ce genre-là, c'est-à-dire qu'à chaque endroit où il n'y a pas de ligne, par exemple les 3 que je suis en train de figurer ici, c'est que les 3 chiffres ne sont pas de même parité. Il faut bien voir que dans les variantes, lorsqu'on nous donne une condition qui, comme celle-ci, est une condition qui marche dans les deux sens, c'est-à-dire qui est à la fois nécessaire et suffisante, il faut penser à tenir compte du caractère négatif de la condition à la fois en même temps que le caractère positif. C'est-à-dire que là, c'est bien de savoir que les 3 sont de même parité, mais c'est bien de savoir qu'ici, les 3 ne sont pas de même parité. Donc là, on est dans les premières grilles. Elles sont assez peu chères. J'imagine que ce sera des grilles qui seront assez faciles à réaliser si on a bien assimilé la variante. One touch. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc, chaque chiffre de 1 à 9 a exactement une paire en contact.
et elles sont marquées par un cercle. Donc ce que je comprends, c'est que ce 6 doit toucher un autre 6. Et forcément, ça sera en diagonale, puisqu'il est impossible que des chiffres se touchent verticalement ou horizontalement. Donc, qu'est-ce que c'est précisé? Donc, quand il y a un cercle... Ah, non, je me suis peut-être trompé. J'ai dit que le 6 toucherait un 6 ici, mais il se pourrait que ce soit dans l'autre sens. Donc, ce qu'on voit là, c'est que des cercles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en a 9. Donc, en fait, les 9 cercles correspondent à un chiffre qui est répété. Par exemple, là, on peut voir que ici et là, ça ne sera pas forcément le 4, puisque le 4 doit toucher exactement une seule fois un 4. Donc si ça se trouve, dans les deux cas, ce n'est pas le 4, mais l'autre diagonale, qui correspond à des chiffres identiques. Donc je récapitule. Chaque rond qui est là correspond au fait que sur au moins une des deux diagonales, il y a deux chiffres identiques. Et réciproquement, s'il n'y a pas de rond, alors les chiffres ne sont pas identiques. Ici, ce n'est pas un 9. Ça, c'est important. Et ce qui est précisé, c'est que donc, sur la grille d'exemple, on a 9 ronds, ce qui signifie donc que pour chaque rond, il y a une seule des deux diagonales qui va marcher, mais dans le problème qui sera posé, il est possible qu'il y ait moins de 9 ronds, ce qui signifie que pour certains de ces symboles, il y aura les deux diagonales qui correspondront. Donc ça sera à voir le jour de l'épreuve. Je dis le jour, mais cette épreuve a lieu sur plusieurs jours, du vendredi au lundi inclus. Donc cette règle, il faudra voir, par exemple, je ne vais pas faire la résolution tout de suite, je ferai peut-être une vidéo consacrée à cette résolution, mais on peut voir que ce 5 n'est pas relié à un 5 à cause de celui-ci. Donc on est sûr que c'est cette diagonale-là, et on peut restreindre largement le nombre de chiffres en tenant compte de tout ce qui est dans cette croix pour cette case et ce qui est là-dedans. On peut voir, c'est 1, 4 ou 9. Et à cause de ce 4, c'est seulement 1 ou 9 qui est là, et c'est le même chiffre. Je ne vais pas m'étendre plus sur cette grille-là. On va regarder la règle suivante, la variante suivante, sur la page suivante. Box Sequences. Alors là, on va regarder tout de suite l'exemple. L'exemple nous montre... Je vais mettre ça là-haut. Donc sur l'exemple, on peut voir qu'à chaque fois qu'il y a des traits, comme ce trait ici, on a des chiffres consécutifs, 1, 2, 3, qui sont signalés, 6, 7, 8, 9 dans la première case, là j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc à chaque fois qu'on a donc, un chemin en gris comme ceci, c'est qu'on a une succession de chiffres consécutifs, et ils sont vraiment consécutifs et placés dans l'ordre le long de ce chemin. Et là encore, on a une condition nécessaire et suffisante, en ce sens que dès qu'il y a quelque part une suite de longueur au moins 3, elle est marquée. Ce qui veut dire que si vous prenez un chemin comme celui que je suis en train de dessiner, eh bien là, les chiffres ne peuvent pas être consécutifs. Et ça veut dire aussi que cette ligne de 3 chiffres consécutifs ne peut pas être prolongée en une ligne de 4 chiffres consécutifs, que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Donc là aussi, la condition négative va être à utiliser. Je ne sais pas trop comment. C'est une variante que je n'ai jamais vue. Je n'ai jamais vu non plus la variante suivante qui s'appelle Makodoku. Ici, on voit qu'il y a des symboles plus et des symboles multipliés. On nous dit que donc, le symbole plus signifie que la somme des deux chiffres, séparés par le plus, est moins de 10. Et c'est écrit en anglais, donc c'est strictement moins de 10. Ça ne peut pas valoir 10. Donc le plus, ça nous dit que la somme des deux est strictement plus petite que 10. Et donc quand il y a un produit plus petit que 10, c'est marqué par le symbole de multiplication comme ici. Sauf que parfois, il y a les deux qui sont vrais. Par exemple, avec le 1, de toute façon, les deux vont être vrais, sauf s'il y a 1 et 9.
Donc là, par exemple, on est sûr qu'il n'y a pas de 9 autour du 1. Puis, qu'est-ce que je raconte? Non, avec le 1, ça marche toujours. Pardon. Avec le 1, ça marche toujours. Il y a toujours les symboles de multiplication. Et d'ailleurs, on sait que ça doit être quasiment le seul, probablement, qu'on peut placer un 1 ici. Ah non, ça ne doit pas être le seul, puisqu'ici, on a 2 cases. J'imagine qu'avec le 2, c'est possible d'en trouver 4. 2 fois 1, 2 fois 3, 2 fois 4. Ah oui, 2 fois 1, 2 fois 3, 2 fois 4. Et effectivement, ce chiffre-là et ce chiffre-là peuvent tout à fait être identiques. Donc ce que je disais, c'est que quand le produit des deux est plus petit que 10 strictement, on met un symbole de multiplication, et il peut arriver que les deux soient vrais. Par exemple, le 1 séparé du 2, le fois et le plus marchent tous les deux. 1 fois 2 et 1 plus 2. Dans les deux cas, ça donne un résultat strictement plus petit que 10. Et il est précisé que si les deux signes sont possibles, on met une croix, et une croix au sens de la multiplication. Donc je résume. Le plus, ça veut dire que la somme vaut strictement moins de 10, mais le produit vaut au moins 10. Par contre, si c'est un symbole de multiplication, on est sûr que le produit vaut strictement moins de 10 et ça ne nous donne rien sur la somme. La somme peut être quelconque. Et s'il n'y a pas de symbole entre les deux, ça veut dire que à la fois la somme et le produit sont supérieurs ou égaux à 10. Évidemment, le 9, il ne peut avoir qu'un symbole de multiplication avec un 1. Bon, voilà des restrictions qui sont assez intéressantes. Je pense que je ferai une vidéo sur cette grille-là. Variante suivante, clock faces. Alors, clock faces, c'est l'idée des chiffres sur une horloge. Et les chiffres sur une horloge sont dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Et ça, c'est marqué... Donc c'est marqué par un rond blanc, par un point blanc. Quand on a un point blanc comme celui-ci, ça signifie qu'on a des chiffres dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Effectivement, là on a 3, 4, 5, 8. On a les chiffres qui augmentent dans le sens des aiguilles d'une montre. Évidemment, le 3, 4, 5 et 8 ne seraient pas dans le même sens sur les aiguilles d'une montre ou d'une horloge. Mais en tout cas, ça signifie qu'on peut passer des chiffres les uns aux autres dans le même sens, ça augmente dans le même sens. Et quand c'est un rond noir, c'est que c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les gens qui font des maths appelleront ça le sens trigonométrique ou le sens direct. Et s'il n'y a pas de point, c'est que on est dans aucune des deux possibilités. C'est-à-dire par exemple ici, 5, 8 ça augmente, 8, 7 ça diminue. Donc il n'y a pas moyen, donc 5, 8 ça augmente, 8, 7 ça diminue, 7, 9 ça augmente. Il n'y a pas moyen de lire ces quatre chiffres d'une manière qui correspondrait au sens des aiguilles d'une montre ou au sens inverse des aiguilles d'une montre, parce que ça monte ici, ça diminue, ça monte, ça diminue. On peut le voir pareil ici, 4, 7, ça augmente, ça diminue vers 6, ça diminue encore vers 3 et ça augmente. C'est-à-dire que là, ça augmente 2 fois, puis ça diminue 2 fois. Il faut bien voir qu'en temps normal, ça va augmenter 3 fois de suite, 1, 4, 4, 8, 8, 9, puis diminuer. Donc, si on résume, il y a un point quand on parcourt les 4 chiffres dans un bloc de 2, on a 3 augmentations puis une diminution. 1, 2, 5, ça augmente. 1, 2, 5, 6, ça augmente 3 fois. Et 6, 1, ça diminue une fois. Donc un point noir quand c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un point blanc quand c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis, si ce n'est pas 3 augmentations suivies d'une diminution, dans ce cas-là, il n'y a pas de symbole. Donc là encore, il faudra utiliser les deux types d'indices. Ça, j'en ai déjà fait, mais c'était il y a bien longtemps. Grille numéro 13, sudoku irrégulier. Là, je crois que la grille parle d'elle-même. Ça veut dire qu'en fait, au lieu d'avoir 9 blocs 3-3, on a des blocs biscornus. Évidemment, les formes qu'on voit dans la grille de l'exemple ne sont pas a priori les formes
qu'on aura dans la grille. Il se peut que ça soit beaucoup plus biscornu. D'ailleurs, je crois qu'il y a des gens qui décident que ça, ce n'est pas un vrai sudoku. Que c'est quelque chose inspiré du sudoku, mais pas un vrai sudoku, parce qu'il n'y a pas les 9 blocs 3-3. Alors ça, c'est une variante avec laquelle j'ai en général beaucoup de mal. Il faut réussir à jongler avec les formes biscornues, c'est souvent assez difficile. Et en plus, c'est assez difficile de se préparer puisque d'une grille à l'autre, les formes sont différentes et il faut adapter la logique à la situation. Il reste encore 3 variantes. Hashtag, ça j'en ai déjà fait, c'était assez rigolo. Ben, hashtag, on peut voir qu'il y a le symbole du hashtag, les grilles, les lignes obliques qui sont là. Et en fait, ces lignes obliques sont des régions qui couvrent 9 cases. On peut voir ici. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'ai une région supplémentaire dans laquelle il y a les chiffres de 1 à 9 placés exactement une fois. On a donc celle-ci, on a celle-là, celle-là. Donc ce que ça nous dit, par exemple, je vais montrer un exemple de déduction qu'on peut faire à partir de ça. Je vais m'intéresser au chiffre 3. Par exemple, si je m'intéresse donc à cette région verte, on peut voir que le chiffre 3, à cause de celui-ci, ne peut pas être là. À cause de celui-ci, il ne peut pas être là ni là. Donc le chiffre 3 va être parmi ces deux-là. Donc là, par exemple, je pourrais noter, il y a un 3 parmi ces deux cases. Et je ne sais pas encore si on peut faire quelque chose du même type. Tiens, probablement que si on regarde celle-ci, si on regarde cette ligne oblique, et qu'on cherche où on peut mettre le 3, on voit qu'il ne peut pas être là, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là, donc il est parmi ces deux cases. Donc il y a à la fois un 3 parmi les deux, il y a à la fois un 3 parmi ces deux cases vertes et parmi ces deux cases jaunes, donc on est sûr que le 3 est ici. Voilà un exemple d'utilisation qu'on peut faire, où j'ai combiné à la fois les règles habituelles du sudoku et le fait que j'ai ces régions obliques qui suivent les mêmes règles que les lignes, les colonnes et les blocs 3-3. Donc ça, je pense que ça peut être sympa. C'est un peu comme le sudoku diagonal, mais avec 4 régions supplémentaires au lieu d'avoir juste les 2 diagonales. Palindrome, ça j'en ai déjà fait. Pas en vidéo, mais j'en ai déjà fait dans des compétitions. Le principe, alors un palindrome, c'est un mot comme radar qui se lit de la même façon dans les deux sens. Donc, ce que ça signifie dans le cadre du sudoku, c'est que par exemple, c'est que donc chacune des deux lignes grisées sont des palindromes, c'est-à-dire que les deux chiffres que je viens de mettre en jaune sont identiques, les deux chiffres que je mets maintenant en rouge sont identiques, les deux chiffres que je mets en vert sont identiques, et ainsi de suite. Donc ça peut s'utiliser en disant que les interdictions qu'on a pour cette case-là sont valables aussi pour cette case-là. Donc ça permet de restreindre ces cases en utilisant les restrictions communes aux deux cases. Par exemple, celle-ci ne peut pas être un 3. Qu'est-ce que j'ai fait? Celle-ci ne peut pas être un 3, un 7 ou un 1. Et celle-ci ne peut pas être un 1, un 7 ou un 6. Bon là, il se trouve, il y a un 1, mais on l'avait déjà dit. Il se trouve que les restrictions pour ce chiffre-là ne sont pas très intéressantes, mais on peut imaginer que pour d'autres, c'est un peu plus intéressant. Par exemple, si je prends cette case ici, que je vais noter en bleu, que je vais surligner en bleu, j'ai dit, que je surligne en bleu, elle correspond dans le palindrome à cette case soulignée en bleu, et si on regarde les restrictions, donc je vais entourer en bleu les chiffres qui correspondent à ces cases-là. Donc les chiffres qui voient la case bleue du bas, on a le 6, le 5, le 4, on a le 9, le 4, le 1. Et pour les chiffres qui voient l'autre, on a ici le 5, le 2, le 7. Donc si on regarde globalement, tout ce que j'ai entouré en bleu, il y a le 1, le 2, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 9.
Donc il me reste que 3 et 8. Donc cette case ici, c'est un 3 ou un 8. Et ça commence à être un peu encombré. Et celle-ci, c'est la même, qui vaut également 3 ou 8. Bon, voilà le genre de restriction qu'on peut faire en croisant les indices de type palindrome. Par ailleurs, on peut montrer une manière de prendre des indices un peu plus global. Ici, on voit ce 6 et ce 8 qui interdisent d'avoir un 6 ou un 8 sur chacune de ces 5 cases. Et d'après le palindrome, il n'y aura donc pas de 6 et de 8 non plus sur chacune de ces 5 cases. Donc on est sûr qu'il n'y a pas de 6 et de 8 là-dedans. Alors évidemment, pour ces deux cases-là, ça ne nous apprend rien. Pour celle-là, on savait déjà qu'il n'y avait pas de 6, mais maintenant, on sait aussi qu'il n'y a pas de 8 sur ces 5, sur ces 3-là. Bon, eh bien, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, on verra. Ça serait bien si je faisais une vidéo pour chaque résolution d'exemple. Je verrai si j'ai le temps de faire ça d'ici au début de la compétition, ou d'ici à la fin de la compétition en tout cas. Et enfin, dernière grille, celle qui est très chère, elle a une centaine de points. Là, c'est encore une variante que j'avais jamais vue. Je vais afficher quand même le nom. Je vais réagrandir. Delimited Crop Key Sudoku. Alors, Crop Key. Je vais parler du Crop Key, déjà. On va regarder la solution. On va regarder la solution. Donc, on voit qu'il y a des ronds blancs et des ronds noirs entre certaines cases. Et l'explication, c'est simple. Un rond noir, c'est x2. Un rond blanc, c'est plus 1. Alors, comment ça? Quand il y a un rond noir, ça signifie que les deux chiffres reliés par ce rond noir sont dans un rapport de 2. Il y en a un qui est le double de l'autre. Ici, on voit 4 qui est le double de 2. Ici, on voit 6 qui est le double de 3. Ici, on voit la suite 1, 2, 4, où on passe de 1 à 2, de 2 à 4, à chaque fois en multipliant par 2. Ici, on a 2, 4, 8. Ici, on a 3 et 6, 3 et 6. Alors, vous me direz, oui, mais là, le 2 et le 4, c'est le double, mais pas 3 et 9. Et en fait, sur cette grille, les points ne sont concernés que par l'endroit où il y a un trait. C'est-à-dire que là, on a un trait gris entre ces deux cases. Et, alors je vais prendre plutôt ça, je n'ai pas encore expliqué le rond blanc. On a un trait gris entre ces deux cases et un rond noir. Ça signifie qu'entre ces deux-là, entre ces deux cases, les chiffres sont dans un rapport de 2. Et là, c'est pareil le long de la diagonale. Les deux chiffres sont dans un rapport de 2, mais pas les deux autres chiffres de la diagonale, puisque ces deux-là ne sont pas reliés par un trait. Et c'est en ça que le crop key est délimité. D'habitude, dans un sudoku crop key, ou dans le jeu de logique qui s'appelle crop key tout court, les indications concernent tous les points. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de point noir, comme par exemple à l'endroit que je vais indiquer ici, je vais l'indiquer plutôt. Qu'est-ce que je fais? Donc, si je considère ceci, il n'y a pas de point noir, ça signifie, en temps normal, dans un vrai crop key, qu'il n'y a pas un rapport de 2 entre les deux. Sauf que là, il n'y a pas de trait, donc il est possible qu'il y ait un rapport de 2 entre les contenus de ces deux cases. Dans ce problème précis, les indications ne portent que ce qui est relié par un trait en gris. Je vais parler maintenant de l'autre, les ronds blancs. Les ronds blancs, ça signifie que ce sont deux chiffres consécutifs, comme ici 2 et 3, 5 et 4. Mais on peut voir que là, par exemple, on a 3 et 4 qui sont consécutifs, et pourtant, il n'y a pas de symbole entre les deux. C'est parce que il n'y a pas de trait entre les deux, donc on ne nous donne pas de renseignements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'auteur de ce problème a mis seulement un certain nombre de traits et de points qui doivent être suffisants pour résoudre la grille par des arguments logiques. C'est-à-dire qu'aux endroits où il n'y a pas de trait entre les deux, eh bien c'est à nous de nous débrouiller pour trouver comment résoudre ça. Et par contre, si on a un trait entre les deux et pas de symbole entre les deux, comme ici, ça signifie qu'aucune des deux règles ne s'applique. C'est-à-dire que les deux cases qui sont reliées par ce trait sans rond entre les deux sont deux cases où les chiffres ne sont ni consécutifs,
ni dans un rapport de 2. Ce qui laisse plein de possibilités, hein. Ça peut être 4 et 7, ça peut être 1 et 4, ça peut être 1 et 3. Je ne vais pas faire la liste, hein. C'est la plupart des couples de chiffres qui peuvent être mis à cet endroit-là. Par contre, sur le reste, ici, on a 5 chiffres consécutifs. Et ça, c'est tout de suite beaucoup plus restrictif. Voilà. Et d'ailleurs, dans la solution, on voit que ce sont les chiffres de 3 à 7. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut deviner tout de suite. Donc cette grille rapporte une centaine de points, donc elle sera probablement assez difficile. Mais moi, je la tenterai peut-être. Je verrai si je suis en confiance. Si je suis en confiance, je la tenterai pour essayer de marquer beaucoup de points. Sachant que mon objectif, c'est de dépasser les 300 points sur 600. Je suis très loin des gens qui arrivent à tout finir. Bon, ben voilà pour un panorama donc, de ce livret d'instructions. Et prochainement, je vais faire des vidéos dans lesquelles je résoudrai certaines de ces grilles d'exemples. Et puis voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne un rendez-vous très prochainement sur Sudocanard.